Avec Mira, cap sur la vie artistique et culturelle dans les petits villages et villes de Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Aujourd'hui, nous explorons le thème de l'art dans la nature. L'occasion de partir à la rencontre d'artistes, d'initiatives et de lieux surprenants. Pour nous accompagner dans ce voyage transfrontalier, nous sommes en compagnie de Lydie Palaric, directrice de la Forêt d'art contemporain dans les Landes. Lydie, qu'est-ce que c'est la Forêt d'art contemporain ? La Forêt d'art contemporain, en fait, c'est un itinéraire d'œuvres en extérieur sur le territoire du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Aujourd'hui, il y en a 23 qui permettent de découvrir des espaces patrimoniaux, naturels et bâtis assez exceptionnels, avec un ancrage territorial fort puisqu'elles sont co-construites avec les habitants, les élus, etc. Tout ça fait que sur 52 communes, 23 œuvres, une dizaine de projets en cours et ça crée vraiment une dynamique intéressante. Derrière nous, une œuvre au titre énigmatique, 300 noms. L'œuvre numéro 15 donc, de Sébastien Vaunier, inscrite donc ici sur cette commune de Salles et comme vous pouvez le voir vraiment dans la forêt. Elle évoque une légende orale landaise qui est celle des 3 gardiens du ciel, comme 3 entités comme ça qui viennent se retrouver le soir autour d'un foyer, d'un feu et qui ont pour mission de repousser l'urbanisation et de protéger la nature. C'est aussi l'évocation de grosses tempêtes qu'on a vécues sur ce territoire-là. Des arbres qui sont tombés et qui reviendraient comme ça, un peu comme de grands fantômes et évoquer cet événement climatique qui a perturbé sur notre territoire et qui, comme des sentinelles, viennent informer et attirer les passants. Vous avez évoqué la question des sentinelles. Il se trouve qu'il y a un autre artiste, navarrais celui-ci, Perouari, qui lui aussi travaille la question des sentinelles, lève des pierres et leur donne une âme et peut-être une parole. Je vous propose de découvrir tout de suite son travail et celui de 2 autres artistes navarrais. La piedra es compañera de viaje de toda una vida. 41 años haciendo levantamientos a nivel de intentos de récord, demostraciones, competiciones. Y en la penúltima etapa de mi vida, cogiendo la piedra en otra dimensión. Todos tenemos un camino en la vida. Y en mi vida, la piedra de levantamiento es la piedra de mi camino. Y esa piedra me enseña el camino de las piedras. Ese camino de las piedras es idéntico para todos. Cuando hablamos de la humanización, de la prehistoria, hablamos de las edades de piedra, del neolítico, del paleolítico. Todas las culturas han trabajado la piedra. No podemos entender la civilización sin las piedras. Yo soy Arrijasotzale, levantador de piedra. Eso no te quita sitio para otras cosas. Y en un momento quería agradecer a la piedra todo lo que estaba dando en mi vida. Yo aquí lo que pretendo es contar una historia. No sé si hago arte, no sé si son esculturas. Me valgo de eso. Yo no soy ni pintor ni escultor y estoy llenando mi caserío de figuras, de pinturas, de murales para contaros esa historia de las gentes que aquí han tratado de sobrevivir. En un núcleo hay 3 esculturas de mayores dimensiones. Una es el levantador de piedra, otra es la escultura en homenaje al mariscal Pedro de Navarra y la otra es un raso con una cuerda y una piedra. La mitología, las leyendas de las piedras. Fuerza física, fuerza interior y la fuerza de unas gentes que con la piedra hacen mitos. Y en el conjunto de esas 3 fuerzas trato de encontrar razones para que aquí perduremos los levantadores de piedra. La instalación o la intervención en el espacio público es una de las líneas de trabajo que vengo desarrollando desde hace ya tiempo.
La idea de esta instalación, que se titula Balcón para Todos, surgió en la temporada de pandemia, en el confinamiento, de estar dándole vueltas a la importancia que cobra el balcón en estos tiempos en los que hemos estado todos confinados, ¿no? Lo interpreté como pequeñas banderas de diferentes países inexistentes, que representaban de alguna manera también la universalidad de esta pandemia. Las ventajas de hacerlo en un entorno natural es que se ve, el proyecto se ve muchísimo más. En el entorno urbano hay muchísimo más ruido visual y entonces aquí destaca muchísimo más por contraste. Y llega al público, yo creo que de una manera más inmediata, más directa y más nítida. Bueno, cuando entras al jardín de Paulet te encuentras con las primeras esculturas de Henry, un universo femenino donde el cuerpo de la mujer está ligado a la naturaleza, unas esculturas muy intuitivas y siempre acompañado de la naturaleza, es decir, del entorno donde él concibe el arte, ¿no? El bronce y las plantas y la vida, en definitiva, dialogan y están en permanente estado de movimiento. Pusimos en marcha la Fundación Renard para que todo el legado de Henry no se perdiera. Recogió todo su bagaje, no solamente artístico, sino también de escritura y de pensamiento. La evolución de la obra de Henry se explica desde su estancia en la India, ¿no? La India es un antes y un después. Él vuelve sobre figuras que ha hecho antes de su estancia, como son estas primeras, pero vuelve con una mirada más amplia. Y ahí es donde se explican las figuras de la parte de abajo. La filosofía hindú para Henry es un proceso de transformación. Él incorpora el yoga y la meditación a su cotidianidad y todas esas esculturas reflejan ese mundo interior que él cultiva hasta el final de su vida. El hombre del siglo XX, cibernauta, astronauta, son los distintos nombres que le pone a esa escultura, refleja precisamente esa fragmentación de una persona que conforme avanza el siglo XX vive cada vez más rápido, se va desintegrando de alguna manera y esa maraña le va enredando y le va impidiendo ser dueño de su propio destino. En el mundo occidental tenemos la naturaleza pensada muchas veces como algo a dominar, ¿no? Como algo a conquistar, ¿no? Como un recurso material. Sin embargo, cuando ese pensamiento lo conjugas con el pensamiento que Henry maneja desde su formación, él es parte de la naturaleza. Es la naturaleza la que le integra en un mundo diferente de simbolismo, de emociones y de desarrollo personal. No es una naturaleza exterior, es él parte de la naturaleza que explora. Lydie, on a vu avec Henri Lenaerts que l'art dans la nature pouvait avoir une dimension spirituelle. Certaines des œuvres présentées ici ont parfois une dimension spirituelle ou c'est quelque chose qui est totalement absent de la forêt d'art contemporain? Alors ça peut, effectivement. Je pense à deux œuvres en particulier, donc le lit transcendantal de Claire Houdon-Caubertin, parce qu'elle-même est assez spirituelle et puis il y a cette recherche de lieu qui a été faite au pendule par l'artiste elle-même. Il y a aussi cette connexion avec le ciel, ce côté transcendantal que l'œuvre apporte. Et puis il y a aussi le travail de Younes Ramoun et qui lui parsème de traces et d'indices le village. Lydie, vous nous avez amenés ici face à un étrange animal. Que pouvez-vous nous dire de cette œuvre? Alors c'est la mule à 5 pattes de Jean-François Gavotti, installée en 2015, on est sur la commune de Sort. Elle est hybride cette mule en fait déjà par son essence, elle est cheval, elle est âne, elle est aussi bambou, elle est aussi pin, parce qu'elle est faite dans cette matière-là également. Du coup elle parle de l'artifice, donc de qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est artificiel sur ce territoire. Les pins, on le sait, sont amenés de façon artificielle, les bambous voilà, également, et quoi de mieux que l'art finalement comme autre artifice.
Lydie, avec vous, nous avons découvert 2 œuvres monumentales, mais l'art dans la nature peut être aussi éphémère et miniature. C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir avec la démarche de 3 artistes en Nouvelle-Aquitaine. C'est un travail, appelons-le comme ça, qui a commencé quand j'étais tout petit, avec, vers l'âge de 10-12 ans, des problèmes de santé. Donc très souvent, alité dans une petite chambre, très solitaire, avec à gauche un mur, à droite le vide, où ce que j'avais l'impression d'être le vide. Et pour essayer de compenser cette angoisse, je m'étais inventé des ailes. Et je me disais, si je tombe, je pourrais m'envoler, devenir un oiseau et me poser sur la branche d'un arbre. C'est vraiment très éphémère, quoi. Ça peut être un alignement de feuilles, de fleurs, et voilà, un coup de... La photo participe, c'est important, et partie prenante aussi à l'installation pour conserver une trace, parce que voilà, c'est très très éphémère et ça disparaît. Alors bien sûr, je le laisse sur place et voilà, si on peut le voir, mais là, je ne sais pas comment ça se passe après. Mais ce que je préfère, c'est vraiment le côté, bien sûr, c'est la liberté totale, l'improvisation, c'est-à-dire de partir en balade, de marcher. Il y a 2 choses qui déclenchent les idées, c'est les éléments naturels, je sais pas, telle fleur, telle herbe, telle baie que je trouvais. Hein. Et puis le lieu aussi, les lieux. Le land art, c'est aussi un travail sur le paysage quand même. Et j'appelle ça le support, c'est l'endroit où je vais m'installer, quoi. Ça peut être un beau rocher, ça peut être une souche, ça peut être un tronc d'arbre à la verticale, ça peut être enfin, voilà, un accident du terrain. Il va falloir beaucoup de patience et de ponçage et d'affinage. On l'entend déjà, par contre il va sonner parce que il sonne déjà à la percussion. Sinon là on peut entendre une ligne mélodique. Chaque arbre va avoir une empreinte sonore et acoustique différente. Et là, c'est pour ça que c'est important pour moi de les montrer ensemble, de les trouver ensemble, de les retrouver ensemble dans mon atelier. Parce que cette tribu, c'est ça, c'est des tribus de personnalité. Et du monde entier, là, on a de l'acacia qui vient d'ici, du Médoc. Là, il y a le peuplier d'Italie. Moi, je suis toujours à la recherche beaucoup plus des surprises que de ce que je maîtrise. Chaque lame vibrante ici, chaque lame a une note. Et quand je passe la main de haut en bas, Peut-être un moment qui est fondamental et inexplicable, c'est la rencontre avec les matériaux. Qu'est-ce qui fait que ce petit fragment d'arbre va être ramassé, rapporté, parfois il peut attendre des mois ou des semaines, très longtemps dans l'atelier avant d'être utilisé, et puis ça se fait. Cette Gironde qui est à 2 pas d'ici, où je traverse les marais, là aussi les quantités d'oiseaux, et je suis là, seul, marchant presque tous les jours à la rencontre de ces objets qui sont peut-être eux à m'appeler. C'est peut-être eux qui me disent « prends-moi, j'ai envie de revenir et de continuer une certaine forme d'existence ». Je pense que ce travail ne peut se faire que dans ce silence proche des arbres
qui me donne cet étonnement aussi. J'ai besoin de cet étonnement quotidien, de cette surprise, d'être surpris tous les jours, le matin, par la lumière. Je conseille à tout le monde d'essayer, si possible, de garder un petit peu son âme d'enfant. Mon geste, il accompagne un phénomène naturel, écologique. Et ça, c'est le flux du vivant, quoi. Et en même temps, un arbre mort, c'est une niche écologique, justement, mais il est mort biologiquement, mais il est rempli de vie. Est-ce qu'on doit traiter? Et c'est souvent le débat avec des clients, quand je sculpte des arbres morts, ils disent « Ah oui, mais on veut le garder, on veut le préserver, c'est beau. Est-ce qu'on fait un traitement? Est-ce qu'on met un produit ?» Je dis non. Il garde son rôle de niche écologique. C'est pas parce qu'on fait un geste artistique qu'on va changer le statut naturel du sujet. Ça reste une sculpture formelle, mais on est dans une démarche qui est plus proche du land art, art et nature. Ce que j'aime, moi, c'est la nature en général et c'est changer de paysage, d'aller, j'adore faire des choses ici dans la Creuse. Alors là, c'est du vert, ce sont des fleurs, les branches, la forêt, ça. Et j'aime aussi les saisons. Et moi, j'adore l'hiver, par exemple. Pas forcément pour travailler avec la neige, mais c'est parce que les choses sont moins évidentes. J'aime bien toujours ce côté observation, de découvrir. C'est vrai qu'au début, on voit rien. Puis petit à petit, voilà, on voit des choses, des baies qui sont en dégradation. Enfin, il y a des choses merveilleuses. Et ce qui est fabuleux dans la nature, c'est que c'est à l'infini, quoi. Lydie, vous nous avez amenés à Assal, à Sort, et maintenant à Luxeuil, un village bien connu pour son festival de musique. Mais vous nous avez amenés pour découvrir une œuvre saisissante. Hello Apollo, c'est une œuvre de Marine Julier. Donc c'est le dieu grec Apollon qui se baigne de façon un petit peu lascive dans cette petite mare de Luxeuil. C'est le dieu de la musique, de la culture, des arts. Quoi de mieux que ce dieu ici dans cette mare pour créer la curiosité. Et puis c'est aussi une réaction un peu à l'histoire de l'art, ce qu'on peut en connaître de la statuaire grecque, ici réinterprétée aujourd'hui par Marine. Avec la figure d'Apollon, vous avez très justement évoqué la question de la musique et de la danse. Alors justement, je vais vous inviter maintenant à découvrir un reportage tourné au Pays Basque autour d'un film, Danza, qui évoque le corps et la danse dans la nature. Dantza tradizionala eta natura euskal kulturaren adierazle nagusietako bat dira. Gure gizartearen izaera eta nortasuna markatzen dituztenak. Dantza, gizarte gertaera bat den heinean, testuinguru desberdinetan kokatzen da, herriko jaietan zein aisialdian. Dantzak eta naturak bat egiten dute askotan adierazpen kultural gisa. Telmo Esnalek 2017an 4 urtaroetan filmatutako dantza pelikula tradizioari, lurrari, jendeari eta ohiturei egindako kantu poetikoa da, bizitzaren ziklo naturalean oinarritua. Dantza tradizionala eremu naturalean beti eginda eta egiten da gaur egun ere bai. Kontuan izan behar dugu gaur egun herri askotako festetan dantzatzen denean hori baino lehen halako puska biltzea bat egiten dela herriaren inguru guztian, baserriz baserri. Hori naturarekin baino lotura handiagorik ez du. Gure kultura antzinatik nik uste dut naturari lotuta gondala. Igual beste garai batean gehiago gaur egun baino, hiritartu egin gara. Ez dakit nire aitona mona bezala baserritik bizi zirala eta lurretik bizi zirala, gaur egun ez daukagu egoera hori gehienok, baina hala ere lotura jarraitzen du egoten. Eta lotura hori ikusten da dantzatzen ditugun dantzetan eta egiten ditugun errito horietan. Ez dakit, adibidez inauterietan,
edo soka dantza bat auzo batera dantzatzera goazenean eta belardi baten gainean dantzatzen dugunean ere, nolabait natura hori sentitzen gaude eta herrito horietan gaude naturarekin kontaktu hori mantentzen. Dantza tradizionala modu askotara sailkatu diteke, baina modu nagusienetako bat, printzipaletako bat, izan diteke dantza guztiak sailkatzen dirala solstizioien arabera. Bai udaberrikoa, udakoa, udazkenekoa, negukoa, ez? Dantza guztiak hor daude sailkatuta, badaude beste modu asko sailkatzeko ere bai dantzak, ez? Naturatik jasotzen ditugun elementuekin dantzatzen dugu. Bai dela materialki eta baita erropan aldetik ere. Makillak, uztaiak, saskiak ere, hori edanak zuaitzetik ateratzen ditugu. Eta zinta dantza hain zuzen ere, makila handi bat zintakin ateratzen dena, hori azkenean bizitzaren zuaitza dela esan dezakegu. Eta jantzietan ere, jantzia askota, koroietan dela edo kaskatan dela, hor loreak, frutuak, txoritxoak ere bai askotan ateratzen dira, sagarrak. Sagarrekin dantzatu egiten da. Hor azkenean, inauteritan adibidez, mozorrotu egiten gera, baina mozorrotu, zomorro, ez, horrekin azkenean, izurrite hori eteteko, ez, azkenean, sajolas bada, izurrite hori eteteko etxe jun, eta azkenean baserritan, puskabiltze hori, azkenean, esan nahi hori du. Naturan ere, animaliak txoriak zenbat kantatzen dute. Gu bezala, gu ere kantuan aitzen gea, eta azkenean harremana hori, azkenean hori naturala da. Orduan, batera ezpada, bestera eta gauza asko lotuta doaz. Fruta dela naturak ematen duena, naturan daukagun guztia, gizakiak ematen duen guztia, janaria, materiala, egurra, harriak, denak, metalarekin ere, mineralekin ere, ezpatak egin daitezke. Azkenean dena lotuta dago. Neolitiko aldetik, gizakia hasi zanean, abeltzaintzan edo hasi zanean nekazaritzan, olako lanetan, beren bildurrak zein ziren, ez? Beren bildurrak ez ziren, esan dezagun gauza magikoei, baizik eta beren bildurra ziren gozo gauza lurtiarrak, ez? Lurrean gertatzen zirenak eta bere inguruan gertatzen zirenak, eta gauzoiek adibidez ziren izurriteak, gaxotasunak, epidemiak, horrelako gauzak, ez? Zergatik, horrelako gauza bat gertatzen baldin bazan, beren nekazaritzako lan guztia, beren abereak, beren sortu zuten lan guzti hori dana, galtzeko arriskoa zuten eta horrekin beraien heriotza zetorren. Horregatik izugarrik eskatzen zuen gauza bada. Eta gizarteak eskatuta dagoenean eta bere imaginarioan martxan jartzen duenean, beren simboloak eta bere metaforak hori da Urbeltzeren lan handi bat. Urbeltze bertan esaten du, dantza zer da, simboloak eta metaforak mugimenduak. Simbolo horiek eta lantzekoan gizarteak sortzen ditu halako konjuro batzuk. Eta dantza asko eta asko egiten ditugunak hori dira, ez? Dira konjuroak bai izurrite horien kontrata eta beren pakeerako, ez?
Lydie, que vous inspire ce film Danza? C'est assez incroyable comment ça devient plastique ce rapport au corps dans la nature. J'ai en tête ces images avec ces danseurs en fleurs et ces belles couleurs comme ça dans l'espace du paysage. C'est vrai que ça dessine quelque chose de très pur et de très plastique encore une fois. Alors forcément cette notion art et nature nous parle. Le travail qu'on fait à la Forêt d'Art tend vers cela, ne serait-ce que par l'implantation des œuvres. Quand on revient à cette œuvre-ci qui parle de ça, de repousser l'urbanisation, protéger la nature, en fait concrètement dans l'idée c'est vraiment ce qu'elle fait puisque le fait même qu'elle soit présente ici dans cet espace en fait un lieu qui est entre guillemets sacralisé pour l'œuvre, donc où on ne peut pas forcément intervenir et détruire la nature aux alentours. C'était Mira, le magazine des arts et de la culture loin des villes, en Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Nous vous donnons très rapidement rendez-vous pour un nouveau numéro consacré au festival de théâtre dans les petites villes et villages de l'Eurorégion.